Si nous avons vu M. Thiers se résigner, je crois que c'est le mot qu'il faut employer, se résigner à une opération de force, enfin une énorme opération militaire contre Paris, il faut savoir aussi qu'il ne pouvait pas faire autrement étant donné les dispositions, non pas même seulement de la majorité de l'Assemblée, de ceux qui s'intitulaient les honnêtes gens. Alors je crois que ce n'est pas inutile que je vous apporte encore ici quelques citations complémentaires pour vous montrer l'état d'esprit des gens de bien. Il y a d'abord Veuillot. Vous savez, Louis Veuillot, c'est l'homme de l'Univers, le journal qui s'appelait comme ça, c'est le clérical féroce. Et Veuillot avait dit, c'est invraisemblable, cette méthode de temporisation et de neutralité du gouvernement qui se laisse périr au milieu de ses armées, étouffé par la terreur d'un ennemi qui pourtant n'ose pas lui-même attaquer. Vous avez l'amiral Pothiot. Je vous ai déjà dit à quel point les amiraux sont bien conduits. À ce moment-là, ils étaient effervescents. Hein. Et l'amiral Pothiot qui crie, pendant la séance du 21 mars, « Il faut en finir !» Mais voilà une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est Edmond de Goncourt. C'est dans le fameux journal des Goncourt. Et c'est du 20 mars. Ce Goncourt, que vous avez vu pourtant indigné par le comportement des épiciers pendant le siège. Les épiciers qui cachaient leur stock et qui vendaient le plus cher possible. Et ils disaient même, je comprends Marat qui voulait qu'on suspende quelques épiciers à leur devanture. Ben écoutez-le le 20 mars, c'est-à-dire au lendemain de l'affaire. Il vomit de dégoût, dit-il, devant ces gueux de Belleville qui osent à présent, fouler notre boulevard. C'est beau, hein, fouler notre boulevard jusqu'en face de Tortoni. Tortoni, c'était le café à la mode. Alors il y a le regard narquois, dit-il, des habitués qui semblent gêner un peu ces traînes savates. Alors ils regardent le bout de leurs souliers dans lesquels il y a rarement des chaussettes. Voilà le ton de ce monsieur Goncourt. Il est absolument d'accord avec Renan contre la lâcheté des députés de Paris. Il faut savoir qu'il y a eu pendant le siège un dîner hebdomadaire, chez un restaurateur qui s'appelait Bréban. Ce Bréban recevait là Goncourt, Renan, Marcelin Berthelot, etc., le futur directeur du Temps qui s'appelle Lebder, etc. C'était des gens qui avaient de l'argent, hein, et qui ont jugé bon, sans se rendre compte de l'inconvenance de ce qu'ils faisaient, à la fin du siège, de faire frapper une médaille d'or en l'honneur du restaurateur Bréban pour dire nous avons chaque semaine mangé chez Bréban pendant tout le siège sans nous apercevoir qu'il y avait un siège. Et bien Goncourt, qui est un hôte hebdomadaire de ces dîners, rappelle que dans un de ses repas, il a vu Renan furieux hors de lui en disant « Mais enfin, quelle lâcheté de la part de ces modérés, de ces républicains modérés de Paris, qui auraient dû courir la ville pour en faire sortir une utile résistance contre les gueux de la commune. » Voici Taine maintenant, c'est Hippolyte Taine, enfin le grand penseur, l'historien. Je vous apporte 3 citations de lui. 24 mars, ce qui se passe n'est pas autre chose que la décomposition sociale. 26 mars, c'est le retour à la barbarie. 28 mars, nous sommes assis dans la boue. Et Madame Sand maintenant, comment est-ce qu'elle juge le pauvre comité central de la garde nationale? Vous savez, les 35 gars qui se défendent comme ils peuvent. Des ânes, grossiers et bêtes, ou bien des coquins de bas étage. L'Assemblée est réactionnaire, oui. Mais il faut comprendre l'outrecuidance, dit Madame Sand, l'outrecuidance de ces radicaux qui veulent la forcer à chaque minute à crier « Vive la République ». Le comte de La Roche-Tulon, qui est un député convenable naturellement, va brandir à la tribune une étiquette qu'il a prise je ne sais où il y a « Bon à fusiller ». Et cette étiquette, enfin ce petit morceau de papier qu'il a probablement fabriqué ou fait fabriquer lui-même, il affirme que dans Paris, sur toutes les maisons de maître, sur tous les hôtels particuliers, il y a cette affiche « Bon à fusiller ». Quant à Sorel, que j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est Albert Sorel, le futur académicien et historien, il dit « Il n'y a qu'une solution, le canon, avec ces gens-là, pas d'autre trait d'union que les obus ». Bon, alors c'est bien clair, hein, je voulais vous montrer l'état d'esprit des gens convenables. Alors, en face, du côté de la commune, qu'est-ce qui se passe? 3 observations préalables d'abord. Assez couramment, dans l'histoire, les historiens parlent de la commune en disant du 18 mars au 28 mai. C'est le 28 mai que vous la verrez s'éteindre, mourir, étrangler, asphyxier, assassiner la commune. 18 mars, 28 mai. C'est pas vrai. Si on était régulier, enfin, si on parlait de manière exacte, il ne faudrait faire commencer la commune que le jour où l'Assemblée communale s'est réunie, à savoir le 28 mars au soir, ou plus exactement même le 29 au matin. Ce qui avait précédé, entre le 18 mars et le 28 mars, c'est l'interrègne de ce comité central de la garde nationale. Alors, à strictement parler, la commune ne commence que 28 mars pour se terminer au 28 mai. Deuxième observation, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Il y a un livre de Catulle Mendès intitulé « Les 73 jours ». Les 73 jours de la commune. Mais non, pas 73 jours de la commune. Si on veut parler nettement, la commune, ça a duré 58 jours. Parce que la commune va se dissoudre à partir du 24 mai.
C'est vous dire que ça n'a pas duré longtemps, hein. Cette énorme histoire, si importante dans l'évolution de la pensée française et de l'acte français, ça n'a pas duré même 2 mois. Et troisième observation, quand on dit aujourd'hui la commune, on englobe 2 choses sous ce vocable. La commune, au sens précis, hein, c'est quoi? C'est l'assemblée communale. C'est les gens qui ont été élus par la population parisienne, les 226 000 votants du 26 mars, et qui constituent la municipalité. C'est l'assemblée communale. Mais aujourd'hui, quand on dit la commune, on veut qualifier à la fois cette assemblée communale, le moment, c'est la commune, quoi, et les gens de la commune, c'est-à-dire les communards. Mais il y a une différence entre les combattants de la commune, les partisans de la commune et les responsables de la commune. Et bien aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, si vous voulez bien, c'est de regarder l'équipe gouvernementale de la commune au pouvoir, l'assemblée municipale dite commune au pouvoir. Alors la première remarque que je dois vous apporter, et qui est, mon Dieu, très importante, je crois, c'est que cette commune, elle va subir presque tout de suite une mutation considérable. En quoi? D'après les règles qui avaient été fixées pour le nombre des élus, il devait avoir dans cette municipalité 90 élus. 90 élus. Mais on avait autorisé les candidatures multiples. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Vous savez, pour les élections générales, ça s'était fait puisque Thiers avait été élu par 26 départements. Et bien de même, dans divers arrondissements de Paris, il y avait eu des élections multiples. Je veux dire que Varlin, par exemple, dont je vous parlerai, Varlin, c'est un des internationalistes, on disait internationaux. Varlin a été élu 3 fois. Blanqui, qui était en prison, qui ne pouvait même pas siéger, il était prisonnier du gouvernement. Blanqui est élu dans 2 circonscriptions, et puis d'autres aussi. Par conséquent, le jour où la commune élue se réunit, elle n'est pas 90, elle est seulement 83. Mais attention, en moins de 8 jours, 22 démissions vont se produire. Tous les éléments modérés de cette commune, de cette assemblée municipale, vont disparaître. Au point que tous les élus du 1er arrondissement démissionnent. Tous ceux du 2e arrondissement. Tous ceux du 9e arrondissement. Tous ceux du 16e arrondissement. Vous avez repéré, c'est des arrondissements convenables, hein, bourgeois. Et dans le 5e arrondissement, il y en a 3 sur 5 qui vont démissionner. Alors ça va tout changer. Vous voyez, quand on dit commune aujourd'hui, ce qui nous vient dans l'esprit, c'est l'idée d'une commune d'extrême gauche. Parfaitement vrai, il y avait une majorité d'extrémistes dans cette commune, mais il y avait une puissante minorité républicaine modérée, et cette minorité va s'en aller. Ils s'en vont parce qu'ils sont des légalistes, enfin du moins disent-ils. Et ils disent, vous, commune, vous entrez maintenant dans l'illégalité. Vous n'avez pas le droit dans un régime républicain, et ça c'était le vieux calcul de Thiers, hein, vous n'avez pas le droit dans un régime républicain, dans un régime démocratique, de vous prononcer contre la volonté du suffrage universel. Le suffrage universel ne nous fait pas plaisir, le suffrage universel a envoyé une assemblée réactionnaire, elle représente, dans le régime républicain, elle représente ce qu'on appelle la volonté nationale. Alors il faut s'arranger, mais il ne faut surtout pas se battre. Hein. Comprenez bien que c'est des braves gens, moi je crois, ces maires. Ils ont même une idée derrière la tête, il y en a un qui l'a indiqué, c'est Clémenceau. Clémenceau dit, vous savez, la solution, ce serait la suivante, une double démission. Il faudrait obtenir de l'Assemblée qu'elle démissionne, puisqu'elle n'a été élue que pour la question de la paix et de la guerre, et pas pour une constitution. Et puis votre Assemblée que vous voulez faire, l'Assemblée communale, elle démissionnerait aussi. De part et d'autre, il y aurait une bonne volonté, il y aurait de nouvelles élections générales, et il y aurait de nouvelles élections municipales. Vous pensez bien que jamais, jamais, l'Assemblée nationale n'accepterait ça. Elle est là, elle y reste. Elle sait, l'Assemblée nationale, la majorité, elle sait qu'elle a été élue sur une duperie. Elle a parlé paix, et elle voulait parler aussi roi. Ben, la majorité des gens qui ont voté paix ne votent pas roi. Alors, surtout, hein, repousser le plus tard possible les élections. Donc, pas question d'obtenir une démission de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui encore, vous savez, on discute sur la sincérité des maires. Il y a des adversaires de la commune qui sont trop contents de dire, vous savez, ces maires, c'était des malins. En réalité, ils savaient que Thiers était en train d'organiser une puissante formation militaire et ils voulaient lui donner du temps d'organiser ses soldats. Je crois qu'il y en a un qui était comme ça. C'est le maire du 2e arrondissement qui s'appelle Tirard. Tirard s'en vantera très fort devant la commission d'enquête en 1871, à la fin de l'année, où il dira « J'ai sauvé le gouvernement, hein. Si j'avais pas fait tenir tranquille les communards en leur disant « On va s'arranger, on va s'arranger », vous n'auriez pas eu le temps de constituer votre puissante armée. » Mettons que Tirard, qui veut peut-être se valoriser, ait menti, c'est-à-dire ait fait croire aux communards qui voulaient s'arranger, alors qu'ils se préparaient simplement à les faire écraser. Mais je ne crois pas, je suis convaincu, que dans l'immense majorité, les maires étaient des braves gens sincères. Et en particulier Clémenceau, qui était le maire du 18e arrondissement, était certainement loyal. Et je vais vous donner une preuve que je crois assez irrésistible de la loyauté et de la bonne volonté de ces maires, c'est la haine qui les poursuivra du côté des gens de bien.
Voyez Louis Veuillot qui va les appeler les entremetteurs. Voyez un député d'extrême droite qui s'appelle Prax Paris et qui va dire, le 23 mars, vous vous rappelez peut-être, quand ils se sont amenés les malheureux maires à Versailles et qui ont été si mal accueillis, Prax Paris les appelle les ambassadeurs accrédités de l'émeute. Et puis Goncourt, Edmond de Goncourt, ce qu'il cherche, dit-il, c'est, au nom de la fraternité, à faire tomber les fusils des mains des bataillons de l'ordre. Même coup pour Cesset, l'amiral Cesset, dont je vous ai dit que le rôle était obscur. Il a menti, c'est entendu, mais est-ce qu'il a menti par ordre de Thiers ou est-ce qu'il a menti personnellement? Ou peut-être est-ce qu'il n'aurait pas menti, qu'il a cru une conciliation possible? Lui aussi, il sera haï, il sera détesté dans l'avenir. Monsieur Renan, 2 mois plus tard, le 17 avril, écrivant à Marcelin Berthelot, dira « Ce Cesset, qui n'a pas su donner un seul mot d'ordre, qui a rabattu plutôt qu'excité le zèle de ceux qui voulaient résister, véritable abandon de Paris légal au profit de la Révolution. » Il y a aussi une phrase que je tiens à vous citer parce qu'elle est pathétique, vous savez, je la trouve assez poignante, vous allez voir. Ce 23, lorsque les députés maires sont dans l'hémicycle et qu'ils essayent d'empêcher le pire, Clémenceau va prononcer une parole qui pour lui est une énormité, quelque chose d'impensable. Il va leur dire, mais messieurs de la majorité, enfin, vous voulez tout de même pas faire le siège de Paris, comme les Prussiens l'avaient fait? Eh bien si, justement, ils s'en doutent pas, mais c'était leur idée. J'en ai la preuve par un texte officiel du 8 mars, l'Assemblée était encore à Bordeaux, le général Ducrot, qui avait commandé la pseudo-défense de Paris sous le siège, le général Ducrot avait parfaitement dit, dans le 8e bureau, ce 8 mars, il avait dit « Et s'il le faut, nous ferons un siège de Paris ». Mais Clémenceau et beaucoup d'autres ne pouvaient pas y croire, surtout de la part de Thiers. Pourquoi? Parce que lorsque Thiers était dans l'opposition, ça c'est loin, hein, c'est en janvier 1848, lorsque Thiers était dans l'opposition contre Guizot, parce qu'il avait envie de prendre la place de Guizot, il avait fait, en janvier 48, une interpellation sur la politique extérieure de Louis-Philippe. Cette politique extérieure menée par M. Guizot soutenait le roi de Naples. Or, le roi de Naples avait bombardé la ville de Palerme parce que cette ville s'était soulevée. Et Thiers avait prononcé les mots que voici, et vous n'avez pas tressailli d'horreur, une grande ville bombardée, et par qui? Mais par son propre gouvernement. Et pourquoi? Parce que cette ville, tout simplement, demandait ses droits. Alors on se dit, un homme qui a fait une déclaration pareille, il ne va pas bombarder Paris parce que Paris demande ses franchises municipales. Eh bien si, il va le faire. Il y est résigné et il y est forcé. Là, vous voyez donc que ce qui est très important, ce que j'ai appelé la mutation de la commune, c'est qu'elle va changer tout de suite de caractère. C'était un organisme multiple, avec un centre, avec une droite même, si vous voulez, et une puissante gauche. Maintenant, il ne reste plus que la puissante gauche. Et elle n'est pas si puissante que ça. Pourquoi donc? Aux élections municipales du 5 novembre, lorsque le gouvernement de la Défense nationale avait dit « Parisiens, vous allez voter non pas pour une municipalité, commune », et même Favre avait dit « Il n'est pas question de commune, c'est tout le contraire », mais pour des municipalités locales, des municipalités d'arrondissement, où les maires, surveillés par un représentant de l'État, qui était Jules Ferry, qui était le maire de Paris, où les maires n'avaient que des attributions extrêmement modérées, ils s'occupaient de l'état civil et de l'assistance. Eh bien, quand on avait voté, à ce moment-là, l'extrême gauche, suivez-moi bien, celui de l'extrême gauche, avait obtenu 60 000 voix en tout dans Paris. Alors comment croire que Paris était brusquement devenu dans l'ensemble extrême gauche et que les 226 000 voix du 26 mars étaient toutes des voix d'extrême gauche? Sûrement pas. Seulement, les gens de l'extrême gauche étant ceux qui étaient à la pointe du combat pour la résistance, et comme on détestait ce gouvernement qui n'avait pas résisté, l'attitude politique et patriotique de ces hommes d'extrême gauche avait fait qu'une partie même de l'élément bourgeois les avait portés au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux. Mais attention, ils savent qu'ils sont en porte-à-faux. Ils savent maintenant, depuis que les 22 sont partis, qu'ils ne représentent plus qu'une parcelle de l'opinion parisienne. Une parcelle. On va du reste à droite dire... La commune, c'est un parlement croupion. Tout ce qu'il y avait de bien dans ce parlement-là a disparu. Et l'élément patriotique qui avait aidé un certain nombre de Parisiens à porter ces extrémistes au pouvoir, l'élément patriotique va disparaître. Comment donc? Pourquoi? Je viens de vous le dire. Les gens des comités de vigilance et de défense, les 110 noms que nous avions aperçus à la fin de l'affiche, au bas de l'affiche rouge du 6 janvier, c'était parmi eux qu'avaient été pris les principaux membres de gauche de la commune parce qu'ils étaient des résistants types. C'est fini la résistance. La population parisienne, maintenant, elle l'a avalé, la paix. Elle l'a avalé amèrement, mais c'est une page tournée. Et la commune elle-même, plus exactement le comité central qui a pris le pouvoir de force le 19 mars au matin, le comité central va être obligé, il ne peut pas faire autrement, d'avertir les Allemands que c'est d'accord,
qu'on va respecter l'armistice, qu'on ne les attaquera pas, que cette page en effet est terminée, que c'est une affaire intérieure française, mais qu'il n'est plus question de résistance. Là, vous voyez ce premier élément de départ de la commune, qui était le soutien patriotique de la population, disparaît. Parce qu'on n'en parle plus. Parce que les gens du comité central eux-mêmes ont dit, ben oui, ben c'est entendu, quoi, c'est fini, on a perdu la guerre, et on s'occupe d'autre chose. Alors, ces malheureux gouvernants, ils sentent qu'ils sont en porte-à-faux, qui n'ont plus d'assises puissantes. Et à leur propos, il faut que je mette bien au clair une légende, que je détruise, ça ne me fait pas plaisir, que je détruise une légende qui est aujourd'hui établie, enfin qui court les rues, à savoir que la commune, ce serait un premier essai de dictature du prolétariat et un premier essai de communisme. Premier essai de dictature du prolétariat, vous trouvez ça dans Engels. Vous savez peut-être que Marx a fait le 30 mai 1871 un discours à Londres qu'on va reproduire, qui ne sera connu en France qu'en 1891, avec une préface d'Engels. Ça s'appellera « La guerre civile en France ». Eh bien, Engels, 1891, faisant la préface de ce texte de Marx, dira « C'était le premier essai de dictature ouvrière ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je vous l'avais déjà dit à propos du comité central. Les gens de la commune ne sont pas en majorité des ouvriers. Ils étaient 83, ils vont rester 67 ou à peu près. Il y a une minorité ouvrière. Il y a 27 travailleurs manuels, 27, vous entendez, 27 travailleurs manuels parmi les membres de la commune. Les autres, c'est des intellectuels et même des professions libérales. Intellectuels, c'est-à-dire des journalistes, il y a un professeur, même un professeur d'enseignement supérieur qui s'appelle Flourens, il y a un pharmacien qui s'appelle Miot, il y a un vétérinaire qui s'appelle Régère, et il n'y a que 27 ouvriers. Alors nous faire croire que la commune est un essai de dictature du prolétariat, c'est faux. D'autre part, comme on nous dit encore aujourd'hui, à cause de la similitude phonétique, vous savez, commune, communiste. Oh, mais c'est absolument faux. Bellet, Besselet, mais je crois qu'on l'appelait, qu'on prononçait Bellet, qui est le doyen d'âge de la commune. C'est un tout vieux bonhomme, il a 76 ans, il a été député même en 1830, vous vous rendez compte? Eh bien, Bellet va écrire en 1878, dans un livre qui s'appelle La vérité sur la commune, ceci que je vous lis. Je défie que l'on me cite un acte de notre part où le communisme se révèle, soit comme doctrine, soit comme action. Bon, ben, si vous voulez que ce Bellet, que j'ai appelé d'ailleurs inexactement président, il était doyen de la commune. Si vous estimez que ce Bellet plaide sa cause et qu'il est suspect, voici alors maintenant quelqu'un qui, évidemment, n'est pas suspect, c'est Staline. Staline, dans ses questions sur le léninisme, publié en 1948, tome 1, page 10. Deux partis dans la commune, dont aucun ne pouvait être appelé communiste, se partageaient la direction. Deux partis, quels deux partis? Eh bien, il y avait d'abord le groupe de ceux qu'on appelait, si vous voulez, les jacobins et les blanquistes. Jacobins et les blanquistes, avec Delécluze en particulier, avec Raoul Rio si vous voulez, c'était des gens qui ne pensaient pas avant tout socialement, qui pensaient avant tout politiquement. Ils voulaient la conquête du pouvoir. Les blanquistes étaient même spécialement des destructeurs. Vous savez, on a parlé il n'y a pas tellement longtemps de gens qui voulaient tout casser sans savoir ce qu'ils mettraient à leur place. C'était un peu les blanquistes. Les blanquistes étaient des gens qui disaient il faut mettre par terre la baraque. Puis on verra après, enfin on se fiera à l'évolution du temps, aux choses. Ils n'avaient pas de doctrine. Les jacobins, à la Delécluze, avaient une doctrine assez semblable en effet à celle de Robespierre, avec même quelques prolongements sociaux, mais pas nets. Et puis, en dehors de ce groupe majoritaire, des jacobins et des blanquistes, il y avait le groupe minoritaire qui s'appelait effectivement les socialistes. Mais alors quel socialisme? C'est curieux d'observer comme, à ce moment-là encore, 1871, le prestige d'un homme comme Proudhon était extrême sur les ans de l'extrême gauche en France. Je sais bien que je vais vous dire là des choses qui me sont personnelles, mais je suis convaincu que Proudhon est un faucheton. Que Proudhon est quelqu'un qui était extrêmement habile personnellement, qui savait tirer son épingle du jeu, qui disait toujours il faut faire des réformes sociales une, par contagion, mais conquérir le pouvoir c'est absolument inutile, disait-il. Proudhon n'est pas un révolutionnaire. Est-ce que vous savez que Proudhon a de l'estime du côté de l'Action française, enfin que l'extrême droite disait il y a de bonnes idées chez Proudhon. Et j'ai trouvé dans le réquisitoire du commandant Gavot, ce commandant Gavot que j'ai nommé une fois devant vous, c'est le bonhomme qui va être chargé du réquisitoire au procès des communards au mois d'août 71 à Versailles. Eh bien, Gavot va rendre hommage à Proudhon en l'appelant un homme bien remarquable par plusieurs côtés. Toujours est-il qu'il faisait illusion, ce Proudhon, et que la plupart de ceux qui se disaient socialistes se déclaraient en même temps proudhoniens.
Et qu'est-ce qui retirait d'habitude comme idée essentielle du proudhonisme? C'est l'idée de la fédération. Mais la fédération de quoi? Eh bien, la fédération des communes. Il fallait des communes libres qui se grouperaient pour former une fédération départementale, puis une fédération nationale. Cette idée fédéraliste semblait être l'idée principale des proudhoniens d'alors. Et effectivement, la commune va finir par sortir son manifeste, son programme. Elle le sortira tardivement. Vous vous rappelez qu'elle se réunit le 28 mars au soir, ou si vous voulez, le 29 mars au matin, et c'est seulement à l'officiel du 19 avril, qu'il y aura le programme de la commune. Ben, c'est un programme misérable. Il aura été rédigé par un nommé Pierre Denis, qui s'affirmait proudhonien, et ça commence par un plaidoyer. La commune, je cite, forcée de sortir de ses attributions et traitée en ennemi, a dû faire acte de gouvernement, ce qui n'était ni son rôle normal, ni ses intentions. Et il insiste terriblement sur le fédéralisme. C'est ça, surtout, je vous le répète, qu'ils ont retenu de Proudhon. Or, c'était une absurdité. Une France composée à 90% de communes rurales, c'était évidemment la destruction de la République, parce que les communes rurales sont sous la main, sous la patte des notables et du clergé, et que presque tous étaient des super réactionnaires. Par conséquent, une France fédéraliste sous cette forme-là était évidemment une France réactionnaire. Or, il ne le souhaitait pas. Je vais vous apporter une preuve curieuse de ça. C'est dans Louis Veuillot, le fameux forcené clérical. Hein. Louis Veuillot, le 31 janvier, dans son univers, avait pris parti pour le fédéralisme en écrivant « Voilà ce qu'il faudrait. Chaque province ou État, le vieux mot, vous savez, les États de Languedoc, les États de Bourgogne, chaque province ou État s'administrant librement par ses élus, depuis la commune, le mot y est bien, depuis la commune jusqu'à la subdivision départementale, puis provinciale ou État. » D'autre part, si vous vous rappelez un peu l'histoire de la Révolution française, il y avait des gens qui s'étaient déjà intitulés fédéralistes en 93. Qui c'étaient? Les Girondins. Une fois que les Girondins avaient été élus, avaient été exclus de la Constituante à la suite de la manifestation des 31 mai et 2 juin 1793, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient partis dans les départements en disant il faut faire du fédéralisme, parce qu'ils se doutaient bien qu'à l'intérieur des départements, ils avaient une puissance assez grande, étant eux-mêmes des notables, et ils avaient parti liés avec les royalistes. Alors c'était un très dangereux précédent que des communards se disant fédéralistes, car sans le vouloir, ils faisaient le jeu contre la République. Socialement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme de la commune? Il y a ceci, il y a du grandiose pour cacher l'insubstance. C'est la fin du vieux monde, disait-il, du vieux monde gouvernemental et clérical, la fin du militarisme, la fin de l'exploitation, de l'agiotage et des monopoles et des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage et la patrie ses malheurs. Tout ça, c'est de beaux mots, hein? Mais d'une manière concrète, il n'y a à peu près rien. Verbiage, épanouissement du travail, affranchi de toutes les entraves, livré à toutes les énergies. Je veux bien que, parallèlement à ces déclarations qui ne voulaient pas dire grand-chose et qui étaient vraiment des paroles verbales, comme on dit aujourd'hui pour rire, parallèlement, il y avait quelques déclarations plus substantielles. Le 22 mars, le comité central avait dit « Nous voulons préparer une révolution radicale ». Le journal officiel de Paris du 29 mars dira « C'est la fin d'une organisation sociale inique ». Le 5 avril, le comité central, qui aurait dû disparaître, je vais vous en parler, mais qui continue à se manifester, dit « C'est aujourd'hui la grande lutte ouverte du parasitisme et du travail. C'est la production et l'exploitation qui sont aux prises. » Il y avait beaucoup de journaux d'extrême gauche, mais il y en avait un qui est très remarquable, d'un nommé Lissagaray peut-être prononcé, mais je crois plutôt que c'était Lissagaray qu'il faut dire. Lissagaray dirigeait un journal qui s'appelait L'Action, et il écrira en 1876, réfugié à Bruxelles, un très beau livre, aujourd'hui encore parfaitement valable, sur l'histoire de la commune. Et bien dans son Action, Lissagaray disait ce qu'il faut, c'est assurer à l'ouvrier la possession de son travail. Ça semblait être déjà du pré-marxisme. Et une autre feuille d'extrême gauche qui s'appelait La Sociale, où écrivait une femme très digne, très bien. Il signait André Léo. C'était un double prénom masculin, André Léo. En réalité, c'était le nom de ses deux enfants. Elle va écrire le 28 avril « Il ne faut plus de gens vivants du travail des autres ». Et les plus sérieux, c'était évidemment les internationaux, ceux qui dépendaient de la charte de 1864 qui avait été votée à Londres, comme vous savez. Le 26 mars, manifeste d'un international, il faut fournir aux producteurs le capital, l'instrument de travail, les débouchés et les crédits. Il faut faire disparaître le salariat. Ça, c'est plus précis, hein. Et le 16 avril, avènement politique de la classe ouvrière. Avènement politique de la classe ouvrière. C'est là ce que nous voulons. Commencement d'une ère de réorganisation sociale. Bon, ça, c'est substantiel. Et combien sont-ils, les internationaux? Mais ils sont presque rien.
J'ai vu dans un grand livre sur la Commune, qui est tout de même un livre important, de Dautry, Tersen et Bruat, qu'ils étaient 34. Mais non, c'est certainement pas. D'abord, on n'a pas la liste des internationaux de Paris. Vous vous rappelez peut-être que l'Internationale a été 3 fois poursuivie par le gouvernement. Elle a été obligée de cacher ses statuts. On ne sait pas combien il y avait d'internationaux. Je vous dirais qu'à mon avis, et d'après un témoignage que je vais vous apporter après, les internationaux n'étaient pas plus d'une quinzaine. Une quinzaine sur les 65 ou 67 qui formaient la Commune. Je vous dirais simplement que le capitaine Rossel, qui aura un grand rôle dont nous parlerons dans la politique militaire de la Commune, dira les internationaux étaient une minorité très effacée. Quant aux marxistes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient annexer la Commune aux marxistes, mais ils étaient infimes, les marxistes. Ils n'existaient à peu près pas. Vous savez, le marxisme commencera en France à partir de 1890-91 peut-être, mais en 1871, c'est à peu près rien, le marxisme. Il a quelques correspondants, Marx, qui est à Londres, quelques correspondants à Paris. Il en a un, c'est vrai, à l'intérieur de la Commune, c'est Frankel. Et Frankel, c'est un garçon sérieux. Frankel écrira à Marx le 30 mars, « Si nous pouvions amener un changement radical dans les rapports sociaux, la révolution du 18 mars serait la plus féconde que l'histoire ait enregistrée jusqu'à ce jour. » Et le même Frankel va dire en séance de la Commune le 12 mai, « Si nous ne sommes pas là pour faire des réformes sociales, alors à quoi servons-nous » Oui, mais il y a lui, il y a Serraillet, il y a une petite russe, charmante du reste, Elisabeth Dmitriev, et puis il y a Longuet, qui va devenir le gendre de Marx. 4, 5, mettons 6 marxistes à Paris, c'est tout. Alors vous voyez quelle infime minorité. Hein. En fait, Benoît Vallon va dire, dans son beau livre qui est publié à Neuchâtel à la fin de l'année 71 et qui s'appelle « La troisième défaite du prolétariat », Benoît Vallon va dire carrément « Le temps n'était pas aux réformes sociales ». Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Hein. Première raison, il faut bien penser que la Commune est un gouvernement assiégé. Dès le 2 avril, Versailles lui a déclaré la guerre. Alors la grosse affaire pour eux, c'est se défendre, c'est de survivre, et c'est pas de faire des réformes sociales. Deuxièmement, et ce qui est très important, je vous le disais tout à l'heure, ils se sentent en porte-à-faux, les pauvres gens. Ils sentent très bien que les 226 000 électeurs qui les ont portés le premier jour ne sont plus là. Des quantités ont disparu. Des quantités ne voteraient plus pour eux. Et quand il faudra faire les élections complémentaires du 16 avril, complémentaires puisqu'il y a des trous, puisqu'il y a ces démissions, ça sera consternant. Le résultat, ça sera une abstention inouïe. Tenez par exemple, dans le premier arrondissement, il y a 22 000 inscrits. Combien de votants? 2 000. Dans le deuxième arrondissement, 24 000 inscrits. Combien de votants? 3 000. À Belleville, qui est la forteresse rouge, il y a 30 000 électeurs inscrits, il y en a 7 000 qui vont voter. Par conséquent, ils sont en train de perdre leur assise. Alors, ils ont peur de faire peur. Parce qu'ils sentent bien que la population ne les soutient pas. Peur de faire peur. C'est pour ça qu'ils ont une extrême timidité dans leur réforme sociale. Et enfin, ils avaient espéré dans des communes provinciales, c'est vrai que dans plusieurs grandes villes, à Marseille, à Lyon, à Narbonne, etc., il y avait eu des tentatives de communes, tout ça dégringole, tout ça avorte, tout ça est écrasé en quelques jours. Alors il n'y a plus de soutien. C'est pourquoi les gens de la commune eux-mêmes vont faire des appels au secours. Ils vont appeler la France au secours. Vallès, le 7 avril, va dire « Les jours passent et le sang déborde, il est temps de fermer les blessures ». Dans le manifeste du 19 avril, à la fin, que la France fasse cesser ce sanglant conflit. Le 16 mai, Grousset va dire, dans un SOS à la province, imposer à Versailles l'arrêt de la guerre. Comprenez bien que la malheureuse commune est dans une situation dramatique, se sent extrêmement faible. En plus, il y a des crises internes entre les jacobins blanquistes et les socialistes d'autre part, si bien que quelqu'un qui n'est pas méchant, certes, qui n'est pas méchant pour la commune, et qui est le capitaine Rossel, dira « Le gouvernement de la commune, vu de près, ça a été un cauchemar ».